restons. Antonio, tu as le Là, s'il vous plaît. Allez-y. Antonio, après. Bonjour, Antonella Tarquini de l'agence de presse italienne. J'étais la seule journaliste italienne à l'époque en Iran, à l'époque de la Révolution, donc j'ai tout suivi. Je voulais vous poser deux questions. Si vous avez un rôle dans ce retour, disons, dans cette institution de la démocratie, est-ce que vous êtes prêt à ne pas avoir un rôle si la population maintenant vous demandait de faire ça, c'est-à-dire d'effacer complètement la dynastie, la monarchie, etc. Je ne pense pas que dans un processus démocratique, les principes de démocratie réclament l'exclusion. Normalement, c'est inclusion des options et pas l'exclusion d'options. Avoir un rôle, je dis, pas simplement... Non, le rôle, c'est à eux de définir. Moi, je vous ai défini mon rôle actuel. Mon rôle actuel ne peut être qu'un seul. Un élément fédérateur qui peut diriger un mouvement sur la base de sa légitimité, de son soutien, de son appel, pour jouer justement en tant que porte-parole de ce mouvement. La dirigeance, c'est un mouvement qui peut contribuer à la chute de ce régime pour libérer le pays. Dans l'avenir du pays, est-ce que j'aurai un rôle à jouer? Ça dépend d'eux. Moi, tout ce que je dis, c'est je suis votre humble serviteur. Je peux le faire en tant que citoyen normal. Si vous me donnez l'honneur de vous servir en d'autres capacités, pour moi, c'est un bonus et c'est un honneur de plus. Mais je ne suis pas attardé sur ma propre question. Moi, ma première initiative, mon premier instinct a toujours été un devoir de patriote, avant tout. Et c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je me présente. Et vous croyez que ça peut se faire sans sang? C'est-à-dire avec... J'espère qu'on peut le faire. Attendez, parce que je ne peux pas vous garantir, mais c'est qu'on essaie. On entend des très beaux propos, un projet très beau, mais avec la situation actuelle du terrorisme, d'Al-Qaïda, de tout ce qui se passe dans le monde, on sait très bien que le régime de l'ayatollah est soutenu de son côté aussi. Donc est-ce que vous ne croyez pas que ça va donner une deuxième révolution? Et dernièrement, je voulais savoir au sujet de la liberté et des droits de l'homme, il y a eu récemment, dans les jours passés, une pétition de la diaspora iranienne pour la situation de la répression des Bahreïs, qui est vraiment un point noir horrible de ces régimes, mais ça continue depuis 1863. Donc, et ça continue avec les régimes de votre père et pendant tout ce temps-là. Les Bahreïs répressés dans le temps de mon père, je ne pense pas que c'était le cas. On a même accusé d'avoir trop de Bahreïs autour de lui, alors. Oui, bon. En tout cas, quelle est la position maintenant à votre avis? Quand je vous parle du fait que les droits de l'homme et la constitution future de l'Iran doit être basée dessus, ça tient en compte tout ceci et encore plus. Il ne suffit pas d'avoir juste une loi, il faut pouvoir créer un élément de conscience collective pour protéger ces droits l'un à l'autre. Aujourd'hui, je pense que la majorité des Iraniens ne trouveraient aucun problème dans le sens où ils défendraient courageusement l'intérêt de l'un et l'autre, que ce soit au niveau de leur pensée politique, de leurs préférences religieuses ou de leur pensée tout court. Ça fait partie des éléments essentiels pour pouvoir justement garantir un état de droit, un état de loi, un état de justice où toute la société doit s'y mettre. Il ne suffit pas de se fier à un système ou un gouvernement ou un régime. C'est une question de société civile, c'est une question de devoir de citoyen. Ça fait partie d'une prise de responsabilité collective. Ça doit venir dans l'esprit de cette société. Par contre, il faut qu'ils aient les moyens aussi. Ce qui manque chez nous, ce n'est pas la volonté de vouloir le faire, c'est l'opportunité de pouvoir le faire, que l'on n'a pas. Alors vous me dites, est-ce qu'on peut éviter le sang? C'est ce que j'essaie de faire. Je vous dis que c'est la formule qui est la moins coûteuse et la plus légitime. Justement, c'est en ajoutant cette option qu'on peut peut-être espérer de ne pas tomber dans un engrenage où on aurait des situations de confrontation. Est-ce que le régime est répressif? Bien sûr. Est-ce que le régime n'utilise pas la force pour intimider, pour forcer la tête des gens? Bien sûr qu'il le fait. Mais est-ce que la réponse, c'est d'aller leur faire une guerre à la guérilla avec des armes et des munitions? C'est pas là la solution. Ça peut pas se faire de cette façon. Et en plus, j'ai oublié de vous dire dans cette formule, ne parlons pas simplement d'une formule d'alternative politique, dans le sens où je pense que nous avons la formule, on a affaire à une théocratie, mais aussi un processus. N'oublions pas le processus. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Je prends l'exemple de ce qui a été fait là-bas.
Un parcours où on a eu droit à un processus d'amnistie. Moi, j'y crois qu'il faut qu'on ait un processus d'amnistie, de réconciliation nationale. Il faut qu'on ait à notre tour notre Truth and Reconciliation Process. Il faut qu'on arrive à abolir une fois pour toutes la peine capitale. Il faut qu'on arrive à arrêter le cycle de revendication et de revanche. Notre pays ne peut pas se reconstruire sur un cimetière. Il faut pouvoir incorporer les forces qui sont aujourd'hui coincées dans ce régime et qui cherchent à en sortir. Il faut qu'on pense aux membres des gardes révolutionnaires, du Basij, qui doivent savoir que dans un changement de régime, eux aussi auront leur place. Il faut penser à tous les fonctionnaires qui aujourd'hui travaillent dans des ministères, dans des bureaux, dans des structures gouvernementales, que si le régime en Iran change, ce n'est pas eux qui vont perdre leur position. Au fait, on parle juste d'un groupe très minime, juste à la tête, corrompu, qui abuse le pays, qui font partie de cette mafia qui règne sur notre pays. Mais c'est un tout petit groupe, minuscule, qui peut-être prendra la fuite ou disparaîtra. Mais pour le grand reste, il y aura des formules d'inclusion. Il faut aussi proposer ces formules pratiques. Il faut y penser dès maintenant. Il faut mettre ces choses en marche. Ça fait partie de tout le processus. Ce n'est pas seulement une formule de démocratie, liberté, élection. Non, bien sûr qu'il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres. Ça fait partie de notre dialogue. Ça fait partie de mes discussions. Ça fait partie de mes propositions à ces forces qui cherchent à trouver un renouement ou, si vous voulez, une convergence. Tout un mouvement qui, à l'époque, beaucoup ont fait partie de ce régime. Ils y ont cru. Ils n'y croient plus et ils veulent en sortir. Où est-ce qu'ils vont se réfugier? Ils ne veulent pas couler avec le même navire. On leur tend la main. On leur donne cette chance. Ça fait partie de ce processus. Ce dialogue est déjà engagé. C'est pas même discret, c'est pas même secret, c'est même très transparent. Bien sûr, on protège les identités, évidemment, parce qu'on ne peut pas parler de cela en toute ouverture. Aujourd'hui, si quelqu'un à l'intérieur bouge d'une manière trop visible, on le saccage. Mais vous vous imaginez qu'à un certain moment, on ne pourra plus résister. C'est ultimement une question de rapport de force. Le régime peut faire un crackdown sur un groupe d'étudiants, sur un groupe de femmes, sur un groupe ethnique, sur un groupe de manifestants, ici ou là, mais ils ne peuvent pas faire ça partout en Iran en même temps, sur tout l'ensemble du territoire. C'est impossible. C'est un rapport de force. Donc, une fois que la masse critique est sur place, je pense que beaucoup d'éléments de ce régime qui utilisent la brutalité et la force pour apaiser, pour contrôler, eux aussi se sentiront complètement démunis. Il y aura une bascule aussi dans le sens psychologique de la chose, de la morale de la population et la démoralisation du système. D'une manière, on l'a même vu à l'époque de la Révolution, il y a 30 ans. Le même phénomène peut très bien se produire. Déjà, on l'a vu dans beaucoup d'autres cas. On l'a vu dans le cas où il y a eu des changements en Tchécoslovaquie. On l'a vu au moment où beaucoup de changements sont passés en Europe de l'Est. Quand Ceausescu a voulu résister par la force, finalement, on a vu que ça aussi, ça n'a pas abouti. En grand état de cause, normalement, les forces militaires ou paramilitaires se rallient plutôt avec le peuple qu'avec le régime. Même à l'époque où Helsinki était devant le Douma, on a vu les tanks arriver. Enfin, je pense qu'on a suffisamment d'indices dans notre histoire contemporaine mondiale, des exemples qui vous citent que finalement, les dictatures tombent et que beaucoup des forces qu'on aurait pensé pourraient faire partie de ce système, finalement, optent pour une solution de non-confrontation. Du moment où on la offre. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute pour qu'il y ait un élément plus concret de compréhension. S'il vous plaît, le temps nous est compté. Une question par personne. Votre père était un excellent allié des États-Unis d'Amérique et soucieux comme vous êtes de rétablir une démocratie dans votre pays, l'Iran. Est-ce que vous irez jusqu'à emprunter l'exemple de l'Irak pour établir une démocratie à l'américaine, par exemple? Je n'ai pas très bien compris votre question. Je voulais dire, irez-vous, puisque vous êtes si soucieux d'établir une démocratie en Iran, irez-vous jusqu'à emprunter l'exemple de l'Irak pour établir une démocratie à l'américaine dans votre pays? Vous voulez dire la façon dont ça s'est produit? Oui, peut-être. Certainement non, parce que c'était Excusez-moi, une vous ne vous êtes intervention pas militaire. présentée, madame.
Najat Louichi, Radio Riyad. Et juste pour la question du nucléaire, tout simplement, j'aimerais vous rappeler que pour occuper l'Irak, les États-Unis avaient prétendu que l'Irak possède le nucléaire. Et dans la région, vous savez que juste à côté de l'Iran, la Russie est l'un des pionniers dans le nucléaire, l'Inde, le Pakistan. Donc pourquoi l'Iran donc seulement? Merci. Moi, je vous parle de mon pays et ce que je pense être dans le meilleur intérêt de mon pays. Le scénario de changement en Iran n'a rien à voir avec ce qui s'est produit à côté de chez nous en Irak. Moi, je pense à un changement de l'intérieur à travers les Iraniens eux-mêmes. C'est pourquoi, d'ailleurs, je demande à la communauté internationale que si elle venait intervenir, elle devrait le faire par le biais des Iraniens eux-mêmes en les soutenant, soit directement, dans le sens où elle pourrait envigourer cette résistance de plusieurs manières, ou d'une manière indirecte, c'est-à-dire là où elles peuvent faire pression sur le régime à travers justement, par exemple, des sanctions économiques ou diplomatiques ciblées qui porteraient atteinte surtout aux intérêts du régime sans faire pour autant un effet de mal à la population. Donc le scénario de changement sera... Je ne vois même pas la possibilité d'un scénario, comme vous dites, en Irak qui ne se produira pas en Iran. Écoutez, encore sur le nucléaire. Bien sûr, un régime iranien démocratique, un gouvernement où la représentation, la souveraineté nationale est représentée, tranchera sur ces questions. Je vous le rappelle encore une fois, nous respectons les règles internationales. Nous sommes signataires du traité de non-prolifération, ce qui nous interdit la production d'armes nucléaires. Un point, c'est tout. Si vous demandez est-ce que les Iraniens, demain, leur gouvernement doit nier ou renéguer sur un accord qu'on a signé, ça, je ne peux pas vous répondre. Mais je vous dis qu'en tout cas, nous sommes des gens qui respectons les lois, contrairement à ceux qui gouvernent aujourd'hui dans notre pays.